Alors, Salut, comment tu bonjour vas? Gilles. Rappelle-moi ton nom. Jean-Marc Deschamps. Voilà. Comme l'entraîneur, tu sais. Ouais. C'est ça, ouais. C'est mon cousin en fait. Ouais, Je ne vais pas le dire, mais Ouais, c'est mon cousin, c'est ça, ouais. L'histoire de la sextape. Oui, d'accord, ok. Bon, voilà, on va te poser quelques questions sur tes antécédents, entre autres. Sexuel ufologique, ça ira. Ufologique, ah ouais, je préfère. Ouais, Voilà. c'est. T'es rentré comment en ufologie? Comment tu t'es intéressé à ça? Oula, je m'intéresse à l'ufologie depuis très très longtemps, à vrai dire, bien avant que je rentre chez SOS OVNI et que je rencontre toutes ces gentilles personnes. En fait, j'ai toujours été intéressé par... D'abord par la science-fiction, attention, je ne lis pas l'ufologie et la science-fiction, hein, c'est vraiment deux choses différentes. Mais mon imagination on va dire très vivace, me fait m'intéresser à beaucoup de domaines. La cryptozoologie, bien entendu, donc tous les thèmes de science-fiction, le voyage dans le temps, les dématérialisations, etc. Et l'ufologie étant une discipline qui a du mal à être admise par des scientifiques, et pour cause, puisqu'elle ne tient que sur des témoignages, étant donné que les faits, même si on a des témoins qui sont dignes de confiance et d'intérêt, comme des pilotes de chasse ou des pilotes de ligne ou des gendarmes, enfin en tout cas tout ce qui est judiciaire, témoins, donc a du mal à intégrer un domaine scientifique parce que c'est un phénomène qui nous échappe en partie ou en totalité. Donc je m'intéresse à tout ça et donc j'ai été amené à m'intéresser à l'ufologie. Il y a aussi la série Les Envahisseurs, grande série qui fait que tout mène, enfin comme tous les chemins mènent à Rome, bon bah là beaucoup de chemins mènent à l'ufologie. Quand tu parles des Envahisseurs, tu as vu la première série au départ quand elle est sortie? Ah oui, absolument. Donc ça donne une idée de ton âge, quoi. Oui, j'ai pas honte de le dire, j'ai que 56 ans et t'en as 10 de moins que moi alors. Oui, voilà, oui, Ouais. Bah oui, parce que moi j'ai vu la première série en 68 quand elle est sortie. Ouais. C'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier sur l'ufologie. Je m'intéressais déjà un peu avant, sans m'en rendre compte. Et puis c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. Voilà, alors moi je dis pas que c'est directement Les Envahisseurs avec Roy Tines, David Vincent qui m'a mis les pieds à l'étrier, mais m'intéressant donc à la science-fiction en général, Star Trek, Star Wars, Logan's Run, l'âge de cristal, la planète des singes, etc. En fait ce sont vraiment des domaines exotiques dont l'ufologie pour moi est pas une émanation, mais en tout cas, elle fait partie intégrante de ces choses-là. Oui, c'est un tout. Tout est lié, voilà. Et effectivement, quand on s'intéresse à ces choses-là, on ne peut pas s'intéresser aux autres. Hein. T'es obligé de. Et puis il y a des liens. Des ponts. Alors c'est ça qui m'intéresse, d'aller voir un petit peu ces ponts, emprunter ces ponts, ces petits cheminements qui mènent d'un monde à l'autre, et puis en essayant d'avoir ces différents éléments et d'essayer de reconstituer des puzzles, par exemple des phénomènes de pensée, parce que justement l'ufologie, il y a beaucoup de chercheurs qui sont aperçus que à telle période correspond tel mode de pensée, voilà. Alors donc c'est ça qui m'intéresse aussi, à défaut de trouver vraiment la preuve irréfutable. Que personne n'a trouvé d'ailleurs. Que personne n'aurait trouvé. Oui, voilà, parce qu'on ne sait pas du tout. Voilà, ouais. Alors, bien sûr, moi je me rappelle de toi par tes couvertures d'OVNI Présence. Oui. Les maquettes justement des Envahisseurs. Oui. C'était Yves Bosson qui avait la couverture du livre de Lagrange, de Roswell. Alors qu'est-ce qui t'a amené à développer ta passion pour les maquettes? Parce que quand on regarde ton stand, c'est impressionnant, quoi. Alors, ce Faucon Millenium qui est absolument... Mais je crois que c'est le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie. Je te remercie. Ouais. Hein. Franchement, il est fabuleux, quoi. Alors là, c'est le professeur Kalp qui a travaillé. Le professeur Kalp, c'est mon double, mon alter ego qui fait des réparations et qui travaille pour des collectionneurs.
effectivement, alors dans le cas du Millennium Falcon, c'est une commande d'un ami et qui est collectionneur, et il en est à son deuxième parce que le premier, il a fait la grossière erreur de s'en séparer, et puis il a tellement regretté qu'il m'a demandé d'en faire un autre. Alors maintenant, alors c'est pas mon stand directement, c'est le stand que on a créé, enfin en tout cas l'association qui expose, qui s'appelle les Gentlemen Collectionneurs, que l'on a créé avec Olivier Cabourdin. Et ça fait quasiment 20 ans qu'on fait ça. Et on explore chaque année des thèmes différents. Alors on a fêté les 50 ans de Star Trek en 2016, si je me souviens bien. On a fêté les 40 ans d'Alien, puisque le premier Alien était sorti en 1979. On a fêté les Battlestar Galactica, on a fait du Cosmos 1999, on fait du Star Wars. Là cette année, bien que nous sommes en 2021, mais à cause du Covid ou de la Covid, on a été bloqué dans nos actions, et on avait commencé à fêter les 40 ans de l'Empire contre-attaque, et là on continue avec cette année, on termine avec ça. Alors ce qui m'a amené, alors les Gentlemen Collectionneurs, on collectionne, on est des maquettistes, mais on est des collectionneurs aussi. Il y a beaucoup de pièces que l'on achetait de le commerce parce que c'est notre collection et qu'on étoffe notre collection comme tout bon collectionneur. Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'a amené au modélisme et au maquettisme, ça date en fait depuis toujours, depuis que je suis gamin. Ouais, j'ai toujours été passionné. En fait, j'ai toujours été passionné par le volume. J'ai toujours été un manuel. J'aime beaucoup le contact avec la matière. Et j'ai toujours aimé peindre. J'ai toujours aimé faire des tours de magie. Voilà, il y a toujours un côté physique, même si il y a un côté, un mode de pensée. Parce qu'on ne peut pas, quand on est artiste, il y a la réflexion, et puis après ensuite il y a le geste et la réalisation. Et l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Et j'ai toujours aimé en fait faire des modèles, recréer en miniature ce que je voyais sur l'écran quand j'étais gamin, les séries télé, etc. Et j'ai toujours baigné là-dedans en fait. Ça m'a jamais quitté, et puis de toute façon là ça se voit pas, mais j'ai toujours les doigts de la colle et surtout de la peinture. Là t'as fait un effort. Là j'ai fait un effort, il y a encore, on voit le bord de l'ongle qui est ici, qui est non j'ai toujours les mains pourries, et c'est un plaisir. Alors non, moi c'est assumé totalement. Oui, ça c'est la terre, mais oui, mais on a un rapport avec le matériau, les matériaux. Je trouve ça extraordinaire. Voilà. Donc c'est. Mais voilà, toi il manque un truc là. Je veux dire, là tu vois, donc le Faucon Millennium au milieu des astéroïdes. Enfin, Ce qui manque, c'est qu'on ait inventé l'antigravité. Autrement, il n'y aurait pas les petits bouts de métal qui tiennent les astéroïdes entre eux. Alors, soit l'antigravité, soit le magnétisme. Alors, il existe pour des petits modèles comme ça, on a des trucs magnétiques avec des aimants inversions, donc on peut faire maintenir. Ils ont fait la DeLorean, ils ont fait pas mal de choses qui sont maintenues. Alors, mais ça, il faudrait demander aux IT, parce que. Là, ça va être plus compliqué pour ça, parce qu'il y a des volumes assez complexes. Oui, là, c'est un peu complexe. Voilà ce que je peux dire donc sur le domaine ufologique qui me continue toujours absolument. Donc le problème que l'on a avec l'ufologie aujourd'hui, c'est le même problème que l'on avait il y a quelques années avec les photos truquées. Et aujourd'hui, les logiciels sont capables de faire des trucages, ou en tout cas, on peut réaliser des trucages qui sont plus vrais que nature. Ah ouais, absolument. Mais il y a aussi le problème des appareils photo qui captent des choses qui n'étaient pas captées par les appareils argentiques, ou moins captées, même si on a retrouvé des traces de choses qui avaient été captées, comme les orbes, ou les oiseaux qui passent et qui font une trace un petit peu ovoïde. Oui. C'est la forme de l'oiseau. C'est la forme de l'oiseau, voilà. Donc il y a des quiproquos, et effectivement qui peuvent être exploités par beaucoup de margoulins, et ça c'est. Par de simples croyants en fait. Oui, alors ça c'est vrai. Alors mais bon, il y a beaucoup quand même de. Je dirais que quand je dis margoulin, je veux signifier que les personnes qui ne savent pas, soudain mettent ça sur le fait que c'est un UFO, un ovni, voilà. Alors qu'avec un petit peu de bon sens, quand on ne sait pas, on se tait. Oui.
Mais justement, voilà, il nous manque de bon sens. Il manque de bon sens parfois. Ça, et absolument. Et c'est ce que je critique là-dedans. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais Margoulin, parce qu'il manque de recul, ça manque de cohérence, ça manque de cohésion dans leur esprit. Et tout de suite, comme on est dans les phénomènes des réseaux sociaux avec la communication, tout de suite on voit quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Soudain, on va donner l'étiquette ufologique ou alors le l'étiquette fantôme et on va le diffuser à travers la planète, alors qu'avec un petit peu de bon sens et un petit peu de recul. Une petite enquête, hein. Une petite enquête, voilà. Et, ou alors quand on ne sait pas, on demande avant de diffuser, mais on préfère diffuser. Hier soir, on avait un mec en veillée là, qui a fait une photo qu'il n'arrive pas à comprendre. Ouais. Il ne l'a pas diffusée à tout le monde, il l'a diffusée à des copains. Je lui ai dit, va voir Hypaco, c'est-à-dire Louange, hein, qui lui décrypte avec ses logiciels toutes les photos. Ouais. Et ben voilà, c'est ce qu'il faut faire en fait. Mais malheureusement, on est dans un phénomène de communication avec. Instantané. Voilà. C'est ça le problème. Mais moi, j'arrête pas de le dire. À chaque fois que je peux le placer, donc là, je vais encore le replacer. Mais j'estime que les réseaux sociaux sont des exhausteurs de bêtises. On est d'accord. Voilà. Alors donc, à un moment donné, il faut aussi faire quand même preuve de recul et sauf que de contenu. Surtout. Ouais, nous qui faisons de la sauvegarde d'archives, on s'aperçoit que les gens qui ne font plus aujourd'hui de la sauvegarde que de numérique, et entre autres des réseaux sociaux, c'est un ramassis de conneries. Absolument, ouais. Et là, il y a tellement de choses que finalement, pour dépatouiller les archives, ça va être très très difficile, quoi. Je veux dire, là, c'est quasiment du domaine de l'impossible. Déjà, avec le papier, c'est pas très facile. Hein. Ouais. Même, c'est impossible. Moi, je dis maintenant, aujourd'hui, que les domaines en ufologie auxquels je m'intéresse, je mourrais sans l'avoir fini. Hein. Oui, bien sûr. Alors donc pour ça que là, je crois qu'on a affaire avec l'ufologie, on n'a pas encore tout à fait terminé jusqu'au jour où il y a peut-être quelque chose. Parce que j'ai entendu dire qu'il y a encore les Américains qui allaient encore révéler des choses, mais on n'arrête pas d'aller révéler. C'est toujours à la marge. Puis bon, c'est ce qu'ils ont dans leur dossier, d'accord. Et pour eux, c'est encore des ovnis, mais ovni, ça veut dire tout et n'importe quoi. C'est large, ouais. De toute façon, le terme d'ovni a un petit peu disparu au profit du pan. Voilà. Alors voilà, je ne sais pas quoi dire de plus là-dessus. Je pense qu'il y a encore, certes, du travail à faire, beaucoup d'intérêt, mais il y a surtout beaucoup de prudence et beaucoup de recul à avoir là-dessus. Hein. Ça, c'est clair. On est d'accord. Qui a influencé l'autre de la science-fiction ou de l'ufologie? Ça, c'est une très grande question. On a affaire à des... je crois qu'on a affaire à un phénomène qui se nourrit, des phénomènes qui se nourrissent l'un et l'autre. Alors, c'est un peu comme la poule et l'œuf, hein, qui était avant l'autre. Je crois qu'on n'aura pas vraiment la réponse. Ce qui est quand même assez... étonnant et qui peut poser des questions, c'est lorsqu'on voit certaines gravures, par exemple, qui attestent de phénomènes dans le ciel. Hein, je ne sais plus, c'est dans l'Est, en Allemagne. Hein, il y en a pas mal, mais bon. Ouais. Alors donc voilà. Donc ça, on voit quand même des phénomènes qui ont été décrits dans le ciel. Alors est-ce que ce sont des phénomènes naturels ou des phénomènes ça peut être des phénomènes, ça peut être symbolique aussi. Ah, ça peut être absolument symbolique, je suis d'accord. Donc c'est difficile de dire si c'est un phénomène ufologique ou pas. En tout cas, moi, pour m'être intéressé à Jules Verne, pour m'intéresser à Jules Verne, dans Robur le Conquérant, par exemple, ayant fait une grosse étude, j'ai fait un ouvrage sur les inventions verniennes, j'ai même fait des modèles qui sont au musée Jules Verne. Voilà, alors voilà, au musée Jules Verne à Nantes, et puis même à la Maison d'Ailleurs en Suisse, à Yverdon. J'y suis allé, c'était un échange entre la Maison d'Ailleurs et le musée Jules Verne. Voilà, exactement, tout à fait. Et donc j'avais étudié quand même Robur le Conquérant, et je m'étais aperçu que en fait l'histoire de Robur le Conquérant est une histoire d'extraterrestres, avec un appareil extraterrestre. L'Albatros, qui est décrit comme un bateau hélicoptère, ou en tout cas l'ancêtre de l'hélicoptère, en fait dans les descriptions de Verne, il ne fait aucun doute que Robur pilote un engin extraterrestre et que Robur est un être extraterrestre. Ce n'est pas un humain.
et toutes les descriptions concordent à cela. Et en plus, c'est appuyé par la suite de Robur le Conquérant, qui est Maître du Monde, qui est un des derniers ouvrages de Verne, de son vivant en tout cas, et qui réellement là met les points sur les i sur la nature même de Robur, qui n'est pas de ce monde, n'est pas de monde terrestre. Jules Verne a dû s'inspirer de phénomènes qu'il y avait déjà à son époque, de ces structures, ces bateaux volants qui atterrissaient dans des clairières et qui allaient demander... En 1897 et 87. Absolument, ouais, mais ça avait commencé un petit peu avant. Et Jules Verne... Robur le Conquérant, c'est quelle année? 1883-85, si je dis pas de bêtises, ouais, c'était un petit peu avant. C'est exactement ce que les témoins disaient avoir vu de ces phénomènes d'atterrissage dans des clairières, dans des endroits un petit peu reculés. Et ça pourrait pas être le contraire? Que Jules Verne ait influencé les témoins américains parce qu'il avait été traduit, hein? Alors il avait été traduit, mais beaucoup plus tardivement. Après 97? Alors ça, je ne sais pas, je ne connais pas les dates de traduction, par exemple, de Robur le Conquérant. Parce que Robur avait quand même marqué, c'est un des bouquins marquants de Verne avec donc 20 milieux sous les mers. C'est pas impossible, moi j'ai pas la réponse. Je l'avoue, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas étudié ce truc-là. Ou ce phénomène qui pourrait avoir nourri le phénomène, enfin en tout cas que Jules Verne aurait pu nourrir le phénomène ufologique. On aurait peut-être eu la même chose avec le capitaine Nemo, 20 milieux sous la mer, où le capitaine Nemo, pareil, c'est un être singulier, à bord d'un appareil singulier. Et à peine inventé. Oui, le sous-marin existait à l'époque de Jules Verne, hein, attention. Utilisé pour la guerre de sécession. Il avait déjà utilisé bien avant, dans les années 1850, on avait des sous-marins. Et si réellement on avait affaire au même type de cheminement, on aurait eu des appareils sous-marins étrangers qui seraient apparus à des gens qui habitent sur la côte, par exemple, ce qu'on n'a pas eu. Alors je doute un petit peu du fait que Jules Verne ait pensé à tromper son monde, et il a fait envers son éditeur, hein, c'est-à-dire que quand il a décrit un appareil qui était ultra moderne, marchant à l'électricité, avec des batteries de nouveaux types, etc., c'est vrai qu'il a un peu caché à son éditeur le fait qu'il allait faire un livre non pas sur la locomotion, qui est un petit peu le cas, mais il a voulu parler d'être beaucoup plus fantaisiste, parce qu'il était là pour dispenser quand même un enseignement comment dire, on va dire technique, à l'encontre de ce que dispensait l'Église. Hein. Lui, il était là pour faire pas de l'amusement, mais d'instruire par le biais de romans. Donner une autre possibilité, un autre chemin à suivre. Ouais, absolument. Voilà, c'était ça, Jules Verne. Et Jules Verne était un facétieux. Ah mais pour l'avoir étudié, je peux dire que Jules Verne était un facétieux et qu'il a toujours essayé de placer ce que lui avait envie ce que lui ressentait en tant qu'écrivain, il contournait, il biaisait un petit peu ses écrits, et il faut savoir analyser, il faut lire entre les lignes pour voir qu'effectivement il avait réussi à faire passer quelques idées, comment dire, à la barbe de son éditeur. Bon, mais maintenant, dans le cas de l'ufologie et de Robur, je ne sais pas si c'est si flagrant que ça. Là, pour le coup, ça mériterait presque une étude. Oui, ça mériterait une étude. Pensez à une possibilité, parce qu'il faut savoir une possibilité extraterrestre. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi qu'à partir du moment où on a découvert, on a cru découvrir les canaux de Mars, qui étaient donc. Ah oui, mais tu sais qu'en fait, c'est un report du fond de l'œil sur voilà, c'est ça, c'est connu ça. Hein. Alors le report du fond de l'œil aussi, que avec les télescopes Schiaparelli voilà, c'était il y avait pas mal de quiproquos, et puis faut pas oublier non plus que Camille Flammarion, qui nous a fait quand même qui est le grand Camille Flammarion, le grand astronome Camille Flammarion, dont on a un magnifique observatoire à Juvisy, hein, que j'ai
j'ai visité, et il était quand même dans ses écrits, il était quand même dans le domaine un peu exotique. Hein. Il décrivait des phénomènes extraterrestres. Il a fait un livre sur les mondes habités, etc. C'est ça, donc les Sélénites, les Martiens et compagnie. Donc on pouvait être à la fois à l'époque, à la fois, on va dire, scientifique, mais se laisser quand même aller à des spéculations. Je vais dire oui, je suis d'accord avec toi, parce qu'en fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui et qu'on avait un peu omis d'étudier, c'est le fait que justement l'attrait pour Mars a créé, je dirais, a permis. Oui, ça tourne. C'est en train de tourner. Hein. Ouais. Et donc l'attrait pour Mars a généré énormément d'articles, d'études, de travaux, de coupures d'articles de presse. Oui. Et je pense que ça a influencé les auteurs de science-fiction des années 20. Alors ça effectivement, dans les années 20, avec ça c'était la naissance des pulps. Ouais. Effectivement, ça avait déjà commencé quand même quelques petites décennies avant avec Wells. Bah oui, la guerre des mondes, bah oui. Où il décrivait donc l'envahissement de la Terre par des Martiens. Alors c'est pourquoi il a fait ça. C'était pour, je sais pas. Il le dit dans son introduction, parce qu'en fait, il s'était offusqué du fait que les Britanniques, envahissant l'Australie, avaient tué tous les habitants de l'île. Comment c'était l'île qui est en dessous? Non, pas la Papouasie. C'est à côté. Oui, c'est à côté, ouais. Oui. Tasmanie. La Tasmanie. Voilà, ils avaient éradiqué la population de Tasmanie jusqu'au dernier. Oui. Alors, certes, c'est vrai, mais en même temps, il profitait de l'engouement des technologies, des techniques, en tout cas des instruments de mesure et d'observation qui avaient commencé avec l'ère industrielle à réellement se développer. Et là, on pouvait commencer à voir des choses qui étaient, invisibles à l'œil. Et Mars étant une planète, quand même une des planètes les plus proches de la Terre. Ouais, avec Vénus. Voilà, alors avec Schiaparelli et compagnie, Lowell. Voilà, il a transposé. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand même que Wells c'était quand même un socialiste, mais de l'époque. Hein, donc il était très intéressé par l'humain et le social. Et beaucoup de ses livres sont des critiques justement des organisations humaines, des gouvernements, etc. Son dernier travail qu'il a fait, c'était le scénario d'un film qui rappelle le nazisme. Voilà, le futur, qui rappelle le nazisme. Très, très joli film au demeurant. Tout à fait. Mais qui était vraiment. Mais effectivement, comme avec Jules Verne, est-ce que l'ufologie se nourrit du roman de Verne ou Verne se nourrit, etc. Et là, effectivement, on a un phénomène. C'est ce que je disais en début de conversation. En fait, il y a des courants, des idées qui sont dans l'air et on ne sait pas comment les idées se propagent, surtout à cette époque-là où les médias existaient, bien entendu, mais ce n'est pas la force des médias d'aujourd'hui, c'était limité. Mais pourtant, à travers le monde, on a des phénomènes de pensée qui sont identiques et des concordances. Oui, mais on le voit dans l'invention. Tu as des brevets qui sont déposés à des mêmes époques sur des mêmes sujets. Oui. À des endroits complètement différents sans que les gens se connaissent. C'est ça, je trouve ça extraordinaire. Ah oui. Alors les phénomènes de concordance, il faut aussi en tenir compte parce que effectivement il peut y avoir justement un petit point comme ça et qui va alimenter un autre truc et là pour le coup c'est le domaine presque de la sociologie. Hein, tout à fait. Et d'être affirmatif sur un tel point, non, je crois que là il faut être. Oui, il faut prendre un peu de recul. Tout à fait. Bien, je connais le saut, bien entendu. Non, c'est une question piège de savoir. Je trouve admiratif d'avoir des personnes et de surcroît bénévoles. Et d'obédiences complètement différentes et qui travaillent ensemble. Et pourquoi pour conserver des documents qui sont à foison. C'est ça qui est. Et on ne sait plus encore en faire parce qu'il y a des tonnes de documents à droite et à gauche. Mais
dont on sait que dedans il y a des éléments de réponse qui pourront apporter des éléments de réponse à des choses. Et, voilà. Non, je suis très admiratif, encore plus admiratif des personnes qui font ça avec passion, parce que je suis moi-même passionné et que on n'est pas payé pour ça. Voilà. Mais qu'on partage. Oui. On partage une connaissance, on partage des savoirs, on a un tas de documents et on va regarder dedans et puis t'as besoin de ça, tiens j'ai trouvé ça, etc. Et je trouve ça formidable. On est à l'opposé de ce que le monde politique nous offre en spectacle. Le monde financier aussi. Financier. Quand j'entends les politiques, ils sont comme ça par les financiers. Ah non, mais les politiques sont comme ça par les financiers. Et puis les politiques aiment bien ça. Parce que quand je vois que certains politicards, à la petite semaine, que l'on monte, que l'on met sur un piédestal en disant oui, tel Tartampion, il est président de région, il est président de ceci, il est président de cela, et machin compagnie. Et que derrière, bloum, 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 les salaires, les émoluments, ça tombe. Les jetons de présence. Ouais, ça c'est merveilleux. Rendez compte ce qu'il est capable de faire cet individu. Et hop, c'est médiatique. Et derrière, en revanche, ce dont on n'en parle jamais, ce sont tous ces bénévoles qui participent à la culture générale, qui participent à la passion, qui participent à la, comment dire, à la science populaire, à l'évolution de la science populaire. À l'évolution, effectivement, du bien-être, on va dire, de toutes ces personnes-là. Moi qui bosse dans l'associatif, je sais ce qu'il en est. Ouais, voilà, et qui ne demande rien. Si ce n'est que moi je suis quand même payé, moi. Je suis salarié. Du savoir et des connaissances et de la passion sur des salons, par exemple, comme aujourd'hui. Là, à Marseille, quand il y a eu les inondations, enfin la pluie qui a amené tout ce tas de poubelles vers les plages, qui l'on a retrouvé sur les plages? C'était des bénévoles. Tu sais, moi j'étais en Belgique quand il y a eu les inondations. Qu'est-ce qu'on a fait avec ma copine? On a été amener des fringues, des choses pour les gens. Et moi ça, je trouve ça merveilleux. Il y a eu un mouvement de solidarité en Belgique absolument incroyable. Est-ce qu'on va retrouver des politicards par exemple, il y en a peu, des financiers sur les plages non, et tu sais qui c'est qu'on a vu en premier au niveau officiel? Bon, il y a eu quand même les régionaux assez proches, les bourgmestres, etc. en Belgique. Mais l'armée. Ah oui, parce que le monde. Parce qu'ils avaient le matériel aussi. Oui. Alors, ils étaient dépassés, les entrepreneurs en BTP aussi, ils ont prêté leur matériel, leur grue, c'est ça. Bien sûr. Gratuitement. Non, mais je trouve ça formidable. On peut avec des professionnels aussi travailler quand il y a des choses comme ça, quoi. On sort du sujet, mais bon, c'est quand même dedans. Effectivement, mais je crois qu'il est très important de le dire, parce qu'en fait, c'est par le biais associatif, généralement, que se fait le partage de connaissances, le partage de passion. Ce n'est pas essentiellement par l'école. L'école est là pour dispenser des connaissances, des savoirs essentiels. C'est l'essentiel basique. Après, je crois que ce sont le monde associatif, la passion, l'investissement personnel. Tu te construis après, absolument, ou en parallèle. Et de rencontrer des gens corrects, qui vont nous ouvrir les yeux sur d'autres choses et qui vont nous donner l'envie justement de continuer dans cette voie et d'apprendre et d'en savoir beaucoup plus. Moi qui suis entré en ufologie active en 69, je me suis construit en parallèle de l'école, j'avais 14 ans. Oui. Voilà. On l'a tous fait, je crois que effectivement ce sont grâce aux associations et le bénévolat. Alors je dirais en conclusion que le fait de partager, de s'intéresser à tous ces mondes permettent, parce qu'il y a le « et », donc c'est permettre, tout va bien. D'ouvrir ses chakras, d'ouvrir son esprit à des, je dirais pas des expériences, mais à des pensées qui nous rendent pas étriqués, qui nous ouvrent totalement. Parce que en fait, tout est lié. Ça, je l'ai remarqué depuis très nombreuses années. On ne peut pas ignorer des choses et s'intéresser à d'autres. Parce qu'il y a tellement de points communs, il y a des ponts qui sont... Absolument. Et ça... Des liens. Et pour moi, en tout cas, qui ai découvert ça depuis très nombreuses années, je suis obligé de tout lier. L'ufologie, la cryptologie, la science-fiction, la science.
tout court. Parce que ce qu'on n'a pas abordé dans notre sujet, mais on va conclure quand même, c'est que les scientifiques d'aujourd'hui et les scientifiques de demain sont nourris par cette culture de la science-fiction, des séries télé, des films et compagnie. Et que demain, on les a aujourd'hui, des technologies comme des téléphones portables, et tout ça s'inspire des trucs de Star Trek, des choses de Star Wars. Je dirais que c'est plus ancien encore. C'est certainement plus ancien, oui. J'ai retrouvé j'ai retrouvé personnellement, je vais dire un truc incroyable, dans un album d'images des années 30, l'ancêtre du smartphone. Ah oui, alors mais on a le même phénomène en bande dessinée avec Dick Tracy, où il a une montre télévision. Ouais. Et c'était dans les années 30. Et à l'INA, tu as une séquence de 1947 où tu as tous les gens dans la rue qui regardent leur téléphone. Oui. C'est incroyable. Donc, mais ça a toujours été dans l'esprit, mais déjà des inventeurs du XVIIIe siècle, quand on a commencé vraiment la technologie ou les techniques, le monde industriel commençait vraiment à se développer, on a déjà établi des bases. Là, les véhicules, les voitures électriques, alors on a les gorges pleines de voitures électriques. Mais il ne faut pas oublier que le monde vernien est un monde qui fonctionne à l'électricité. Le Nautilus, l'Albatros et tant d'autres fonctionnent à l'électricité. Ça va même plus loin. Et que le véhicule qui détient le record du monde à l'époque en 1899, c'est la jamais contente, c'est une voiture électrique. Exactement, c'est une voiture électrique. Voilà. Et les Américains roulaient jusqu'à la découverte du pétrole pas cher en voiture électrique le dimanche pour aller à la messe. Et je ne sais plus dans quelle région, dans quelle ville de France, on avait dans les années 40 des bus électriques qui ont été détruits. Les trolleys, c'était... Voilà. Donc, mais pareil aussi, au Halles de Paris, avant qu'elle parte à Rungis, toutes les poubelles étaient ramassées par des camions électriques. Ouais. Donc on voit qu'effectivement l'histoire ne se fait que répéter et que en fait... Elle bafouille, puis jusqu'à ce qu'elle trouve les bons mots. Mais ça c'est certain. Alors on n'est pas prêt de conclure, Gilles. Je dirais que savais-tu qu'en 1863, il y avait des plongeurs qui étaient capables donc de plonger en scaphandre autonome. 1863. Bien avant Commandant Cousteau. Le Commandant Cousteau, parce qu'en fait l'histoire de la bouteille d'air comprimé avec le détendeur, ce qu'on appelait à l'époque la casserole, qui était l'ancêtre du détendeur, avait été inventée déjà. Ah oui, ça je savais pas ça. L'invention a été oubliée. Et puis soudain, on a redécouvert le système du détendeur en 1928-1930, qui a été amélioré ensuite par le tandem Cousteau-Gagnant. Voilà. Mais donc l'histoire ne se fait que répéter. Elle bafouille d'abord jusqu'à trouver les bons mots. Oui, absolument. Donc d'arriver et de dire oh non, j'affirme que ça, c'était comme ça. Non, parce que l'histoire est toujours constamment réécrite. Exactement. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir en conclusion. L'histoire est constamment réécrite, donc on ne peut pas toujours être dans l'affirmatif parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Très bien. Merci Gilles pour l'interview. Merci Jean-Marc.